Juin 1940, les troupes allemandes progressent à travers la Bretagne. À Lanester, c'est la panique. Avant l'arrivée des Allemands, quelques Lannestériens quittent la ville pour rejoindre de la famille à la campagne. Comme on a annoncé que les Allemands arrivaient, oui. je dis à mes parents, moi je pars à la Trinité. Le pont du Bouc, impossible de passer avec ma bicyclette parce que ils avaient coupé des sapins et alors moi j'essayais bien, mais avec ma bicyclette, je ne peux pas. Personne, il n'y avait plus personne dehors. Les gens avaient peur. Au pont du Bonhomme, il y avait tout un bataillon de marins qui me disent « vous ne passerez pas ». Je dis « je passe pas ». Je dis « moi quand même, je ne suis pas une espionne ni quoi que ce soit. Je sors ma carte d'identité. Je ne veux pas de vos papiers, je veux de rien. Le pont est coupé. » Une petite plaque sur le côté, et puis un énorme trou dans le milieu, bien sûr. On va prendre sa bicyclette, et puis elle va passer. Alors, on était accrochés, mais eux-mêmes, vous savez, c'était large comme ça, hein, pas plus de... Le ministère d'Arlan donne l'ordre au préfet maritime à Lorient, le vice-amiral de Penfetenio, d'évacuer tous les navires capables de naviguer vers l'Afrique ou vers la Grande-Bretagne, et de saboter tous les matériels qui pourraient tomber entre les mains de l'ennemi. À Lorient et à l'Arsenal, c'est la débandade chez les militaires, partagée entre attendre l'arrivée des Allemands ou se disperser dans la nature et tenter de rentrer à la maison. Tous les fusiliers marins qui étaient à Lorient, ceux qui n'avaient pas pu se sauver, ils passaient dans notre rue et ils demandaient des habits civils, quoi. Et dans les champs, on trouvait, on était gosses, on avait récupéré des cartouchières, des baïonnettes, un tas de trucs. Ils se défaisaient de leur harnachement et puis ils partaient. C'était la débâcle, quoi, complète, quoi. Les officiers étaient partis, tout le monde était parti, les quelques bateaux qu'il y avait à Lorient étaient partis aussi. Et ces pauvres fusiliers marins, là, on les avait laissés à l'Arsenal, ils ne savaient pas quoi faire, alors ils se sauvaient, quoi. Un avion allemand est arrivé à quadrimoteur. Il a survolé tout le square, on l'a vu partir de l'Arsenal comme ça. Il est parti, mais pas un coup de canon, et sauf quelques tirs de mitrailleuse qu'il y avait là, mais qui ne risquaient pas de le toucher. Là. Au moment où ils sont arrivés, on était à faire les foins à ce moment-là. Oui, c'est bon. Ouais, c'était la période où on faisait les foins. Donc on a vu les premiers avions, et puis, mais les gens surtout qui venaient dans les parcelles de blé pour coucher le soir. Hein. Et le calme est revenu, ça s'est stabilisé un peu, et c'est là que M. Breton intervient. Quand on sait que les Allemands ne sont pas loin, il nous fait crever des bidons, il appelle tous les gens du coin, des bidons de 200 litres, vous voyez, des grands bidons qui étaient dans le parc des ponts chaussés. Affolement général encore, on a cherché des pavés qu'il y avait dans l'or, on a rempli les pavés, enfin nous avons rempli parce que tout le monde a participé, des pavés pour faire barrage aux Allemands. Le 21 juin 1940, aux 5 chemins de Guidel, un dernier baroud d'honneur a lieu entre un groupe de militaires français, sous les ordres du vice-amiral de Penfetenio, et les troupes allemandes venant de Quimperlé, provoquant la mort de 6 militaires français et 7 Allemands. La ville de Lorient avait été déclarée ville ouverte. Que les Lorientais avaient déployé des draps blancs aux fenêtres et même disposé des draps blancs par terre quand les Allemands sont arrivés. Le 21 juin, les Allemands entrent alors dans l'Orient. Le 25 juin, la France signe l'armistice. 2 jours avant l'entrée des Allemands à l'Orient, à l'Arsenal, les autorités ordonnent quelques destructions stratégiques et la mise à feu des cuves à mazout au Priatek, contenant chacune 10 000 tonnes de mazout. La mise à feu est effectuée par les marins-pompiers de la 3e compagnie de l'Orient. Alors pour pouvoir mettre le feu dans ces cuves à mazout, oui, on a bien essayé par explosif. Mais on n'a jamais réussi à l'allumer par explosif. On est obligé de déverser un bidon de 200 litres d'essence dans une des cuves. Le feu a été mis dans la première cuve en mazout.
avec l'essence, ça s'est bien enflammé. Le mazout qui était dessous, l'essence était resté au-dessus, le mazout était dessous a chauffé, puis le mazout a pris feu. Alors ensuite, ça s'est communiqué d'une cuve à l'autre. Alors je voyais la fumée de la rue Chanzy, je voyais tout ça. On me disait que la passerelle avait sauté. Je me demandais comment j'allais revenir à la maison. C'était un officier allemand qui voulait fermer les portes d'encuvement. C'est-à-dire autour de la citerne, il y avait des portes d'encuvement qui servaient au rafraîchissement de la cuve et puis alors du produit qu'il y avait dans la cuve. Mais comme ces portes n'avaient jamais été fermées, j'ai été à la masse dessus pour les fermer et on n'a jamais réussi. Ah si, il faut fermer. On n'a jamais réussi à fermer, parce que moi j'étais sur la calotte de la cuve qui était en feu. L'officier allemand qui était avec moi, je lui ai dit, écoutez, ça fait 10 jours que cette cuve-là est en feu, et j'étais dessus avec lui. Il dit, méfiez-vous, parce que 10-11 jours, dit, la cuve, certainement, dit, le couvercle va sauter. Et puis nous autres, on va se retrouver dans le fond. Oh non, vous n'avez aucun risque, non, ça ne risque pas. Moi, j'ai écouté, j'ai vu les preuves. Les autres cuves ont sauté au bout de 10-11 jours, le couvercle a sauté, enfin, comment dirais-je, la tôle, c'était, comment dirais-je, déformé, et puis alors le couvercle tombait dans la cuve, et ce qui provoquait évidemment une explosion. On voyait de l'école, là, ça montait au moins à 2 ou 3 000 mètres, la flamme. Oui, parce que c'était comme une bouilloire, quoi. Ça bouillait dedans, puis à la fin du compte, les gros couvercles qu'il y avait dessus, c'était des citernes qui font au moins peut-être 50 mètres de diamètre quand même, et peut-être je ne sais pas combien de profondeur, hein, une trentaine de mètres. Hein. Alors ça bouillait là-dedans, et puis à la fin du compte, boum. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont été piégés, ceux du Gosquer, parce qu'ils étaient, ça brûlait, on voyait, il y avait un panache de fumée qui allait sur peut-être que jusqu'à Vannes, par là, tout noir. Et ils sont revenus, quoi, là, ils étaient partis du village au Gosquer. J'avais d'ailleurs un collègue qui était à l'école avec nous, là, qui restait. Et ils sont revenus, et puis total, dans la nuit, alors il y a une qui s'est envoyée en l'air, comme on dit, et puis tout est retombé sous le village. Et le lendemain, on a été voir, nous, il y avait toutes les carcasses de vaches qui étaient dans les étables, là, qui étaient toutes allongées, là. Et puis les corps, on les avait pas vus, parce qu'ils avaient déjà été retirés, mais on voyait dans les étables les carcasses de vaches, ils étaient en train de mettre de la chaux dessus, là. Il y avait un monsieur Lecor qui était un camarade à mon père. Lui, il avait voulu aller sauver ses vaches. Et il avait mis un seau sur sa tête. Il a été brûlé dans la cour avec un seau sur sa tête. Et le jour de son enterrement, il y avait foule bien sûr auprès de l'église. Et là, il y a eu encore une citerne qui a éclaté ce jour-là. Les marins-pompiers allemands participent aux côtés des Français à la lutte contre l'incendie qui ne sera circonscrit qu'au bout d'un mois. C'est plutôt les Allemands qui ont mis une motopompe sur le Blavet, ils ont effectué un relais avec une deuxième motopompe, et c'est eux autres qui ont éteint le feu dans la cuve en mazout où il restait du mazout qu'ils voulaient le récupérer, quoi. Ça ruisselait, ce mazout en flamme, jusqu'à la mer, sur Beckermann, et entre Beckermann et le Rehue, là, aussi. Tout était enflammé, la terre après était brûlée, il n'existait plus rien, il n'y avait plus un brin d'herbe, tout était brûlé. Ils étaient au presbytère là, et puis au clocher, à côté de l'église quoi. Et on livrait du lait au presbytère, donc elle allait livrer du lait. Puis alors... elle allait assez vite, mais elle avait des difficultés à boiter un petit peu. Quoi. Oui. Alors il y a un Allemand qui lui a dit en breton, mais enfin moi je ne peux pas parler breton, elle lui dit n'allez pas trop vite toujours parce que vous allez tomber. Mais dans un breton, elle disait, elle s'en revenait pas, elle s'est retournée, et puis c'était un Allemand qui était derrière. Et puis... Les troupes allemandes vont entrer dans l'Orient par Cariado et par la rue Jean Jaurès côté Lanester.
La presse locale, avec le Nouvelliste du Morbihan, va servir d'intermédiaire entre les autorités françaises et allemandes et la population. C'était Catherine qui était le directeur du Nouvelliste, d'ailleurs, quelqu'un de pas recommandable après, mais qui avait interpellé l'état-major allemand pour dire que c'était ville ouverte, qu'il ne fallait pas tenir. Et on avait mis des draps sur le cours de Chazelles, des draps blancs. Les Allemands leur arrivaient à Lorient, moi je les ai vus, je ne vous ai pas dit non plus comment ça s'est passé. Bon, ont accueilli, je ne sais pas s'ils avaient le trouillomètre à zéro ou quoi, mais ont accueilli les troupes allemandes avec des bouquets de fleurs. Hein. Ah, oui. Ça peut surprendre. Hein, mais... Un Sitker, déjà pour commencer, qui est arrivé vers 3h de l'après-midi. Oui, à quelque chose près, hein, vers 3h de l'après-midi, un Sitker est passé, le barrage avait été poussé, parce que les Français étaient là, quand les soldats français, hein. Enfin le peu qu'il y avait, ils étaient là, ils avaient poussé le barrage, le Sitker est passé, et s'est dirigé vers l'Orient, sans s'arrêter. On a attendu, rien du tout, toujours pas de troupes. Hein. Le Sitker est revenu, il est reparti, il a eu sans doute contact avec les troupes qui devaient attendre du côté d'Elban. Là, la procession est arrivée. Ils sont arrêtés juste devant le café déjeuner, là, devant la rue de l'Abattoir. Ils avaient été arrêtés au pont Saint-Christophe, parce que, pas arrêtés par qui que ce soit, mais ils s'étaient arrêtés du côté de l'Annester, parce que pour vérifier si le pont n'était pas miné. Alors là, ils ont donné des ordres, une équipe qui est sortie, ils sont partis vers le pont à pied, ceux-là, oui. Parce que la colonne était motorisée. Hein. Oui. Ils sont partis à pied, ils sont revenus à peu près une demi-heure après. Ils ont dû avoir des ordres de partir, ils sont partis. Et c'est toute la colonne d'assaut qui était prévue, ils sont avec grenades dans les pieds, bande de mitrailleuses sur le dos. Ça s'est passé comme une lettre à la poste, ils sont partis. Pendant que les Allemands s'installent à Lorient, 6000 militaires français sont regroupés dans un camp à Pont-Scorff et à l'Annester, au parc des Ponts et Chaussées, situé à l'entrée du pont Saint-Christophe. Les Allemands sont rentrés là et puis ils ont fait les Français qui étaient les troupes françaises, ils les ont fait prisonniers et ils ont amassé les armes dans ce qui est le parc des Ponts et Chaussées à l'heure actuelle. Et nous, on est allés voir les prisonniers là-dedans parce qu'on avait une entrée secrète qui a constitué par la suite une sortie secrète pour sortir des armes que les soldats français avaient entreposées. Et on a fauché des fusils, des mousquetons avec des munitions. Et puis on a fait évader pour ce soir-là, le soir du 21 juin, comme on ne leur avait pas raflé leur livret militaire, les Allemands n'avaient pas eu le temps, bien sûr. On leur a dit, si vous voulez, allez, vous venez avec nous, nous suivre. Ils hésitaient, on dit, merde, on est à peine prisonniers. Mais il y avait des gars qui étaient de la région de Pont-Scorff, alors ils ont encouragé les autres, venez. Ben, ils étaient en kaki. Et à côté de chez nous, il y avait une dame, une famille Jonquet, dont la personne ramassait, comme on fait à l'heure actuelle, les vieilles frusques. Et alors, elle nous a vus passer, puis elle nous connaissait bien sûr, demeure à côté. Elle nous a dit, vous allez, elle dit, voilà, on les fait s'évader, mais ils sont militaires. Allez, venez par ici. Alors elle, dans ses stocks, elle possédait des vêtements civils, et puis ils ont laissé leurs vêtements militaires là, et ils se sont habillés, il me fallait voir un petit peu, c'était un petit peu le carnaval. Quand les Allemands sont rentrés, ils n'étaient pas encore terribles, hein, à ce moment-là. Et alors, ils se mettaient le long de la rue Jean Jaurès, puisque c'était des champs de chaque côté, pour ainsi dire. Il n'y avait que quelques maisons. Et alors, ils stationnaient. Et alors, quand ils avaient stationné quelques jours, ils repartaient et c'était d'autres qui les remplaçaient. Ils arrivaient, et justement à la maison des choux, là, il y avait la pompe, deux pompes à essence, il y avait à la boulangerie, il y avait une pompe à essence, et au bureau de tabac, il y avait une autre. Alors ils essayaient de pomper pour avoir l'essence.
Alors, mon Dieu, c'était Madame Bellec qui était à ce moment-là, comme boulangère. Je croyais qu'elle allait tomber dans les pommes, à cause de la pauvre, de voir, il n'y avait plus rien depuis longtemps, il n'y avait plus d'essence. Tous les boutiques de vêtements, tout ça, c'était la razzia. La razzia, ils rentraient acheter des choses, forcément. Alors, il y avait la voisine, là, Madame Carriel, qui est morte depuis longtemps, mais qui tenait quand même un magasin de mercerie, de tout ce qu'il fallait, quoi, de linge, de maison, tout ça. Ah, d'abord, moins de 2, ça a été dissipé, hein. J'étais gosse et on les voyait, ils étaient au château du Plessis, là, et ils étaient sur les murs, je me rappelle, et ils avaient des chapelets de saucisses avec eux, ils mangeaient, on aurait dit qu'ils crevaient de faim, ces gens-là. Ils déroulaient des câbles électriques, des câbles téléphoniques, un tas de trucs, quoi. Ils avaient leur grosse voiture, là, et ils commençaient déjà à s'installer, quoi. De nombreuses maisons sont réquisitionnées, ainsi que toutes les écoles. Ils sont venus réquisitionner l'école de Caron-Trélanester. Oui. Et là, j'étais présent, j'étais pendant les cours, il y a 3 officiers allemands qui sont présentés à Monsieur Le Breton, qui est toujours là, c'est pour ça que je parle de lui. Il était venu Paul, mon Dieu. Et les enfants ont dit, l'école est réquisitionnée. Et après, il y a eu les cours ont repris. Et quelque temps, c'est la fin, c'est juin, juillet, c'est les vacances, quoi. Mais à l'époque, on n'avait pas 3 mois de vacances. Hein. On devait aller en vacances fin juillet, je crois. On a fini les cours comme ça, et pendant les vacances, ils se sont installés là. Ils nous ont fichus dehors sans nous demander notre avis. Alors ma mère et moi, nous sommes allés chez mes grands-parents, et à ce moment-là, ils ont occupé toute la maison. Mais il y avait tout. Ma mère n'avait rien tiré, il y avait encore les assiettes, le linge, tout. Alors de temps en temps, on venait tirer, ma mère venait prendre son linge. Les nouvelles autorités allemandes s'organisent pour réglementer la vie de la population. Des obligations et des réglementations strictes, conformes à la culture allemande, très éloignées des habitudes locales, modifiant profondément la vie quotidienne des Lorientais et des Lannestériens. Il y a l'administration française, donc reliée plus ou moins facilement au gouvernement de Vichy. Mais cette administration française doit composer très fortement avec la présence et les exigences de l'administration militaire allemande qui se manifeste dans le département du Morbihan par la Feldkommandantur de Vannes et dans la région de Lorient par la Kreiskommandantur de Lorient. Et moi j'étais à la mairie, donc on devait rester, on était réquisitionnés pour rester sur place. Il venait toujours une fois par semaine là et il demandait qu'on rentre les postes de TSF à l'époque. Oui. Et je me rappelle que je leur disais qu'il n'y en avait pas, que c'était détruit. Et à deux m'avaient répondu non, c'est pas détruit, il les cache. Mais je ferais comme eux si j'étais gentil, m'avaient répondu l'allemand. Quand ils étaient plusieurs, ils se taisaient. Mais seuls, ils racontaient toute leur vie en Allemagne. J'avais trouvé quand même que c'était des gens bien qui se tenaient très très bien. Oui, très très gentils aussi. Il n'y avait pas rien à dire. Ils étaient bien quand ils s'entendaient. Très corrects. Très corrects. Même tous ceux qui venaient à la mairie étaient très corrects. C'est eux qui ont ordonné que tous les gens aient leur carte d'identité. Parce que la préfecture transmettait les ordres des Allemands. Partout, vous passiez à bicyclette, vous venez à Lannester en bicyclette, vous tombiez sur une patrouille, Papieren, et puis voilà, il fallait montrer ses papiers. Tous ceux qui avaient des voitures devaient demander des Ausweis, des permis de circuler. Oui. Alors il y avait des circulaires qui arrivaient qui nous faisaient vraiment rire, défense du klaxonner par exemple, vous voyez. Alors et puis d'abord il y avait très peu de gens qui avaient obtenu l'Ausweis. Ils ont été priés de s'en aller parce que les Allemands ont très vite réquisitionné le Manet.
Le manoir a été réquisitionné, mais la ferme ne l'a pas été. Donc c'est ma tante, Madame de Belloc, dont le mari était prisonnier, il était capitaine, qui est restée tenir la ferme. Nous les jeunes, moi j'avais 15 ans et mon frère 13 ans, nous venions quand même au Manet, nous n'avions pas peur des Allemands parce que c'était de la troupe très normale. À l'époque, on venait quand même au Manet. L'école laïque est partie au château du Plessis, oui, qui était toujours debout à ce moment-là. Hein. Et on est resté là le temps d'une année, quoi. Moi j'étais au cours supérieur à ce moment-là, après le certificat d'études. Et ils nous ont chassés aussi de là, finalement, ils ont pris aussi le château du Plessis. Et finalement, l'école laïque a atterri dans le patronage des prêtres, enfin des curés, qu'on appelait ça, derrière l'église du Plessis, quoi. On a passé 2 ans là. Tous les matins, les élèves, avant d'entrer en classe, faisaient le tour de la cour de récréation et chantaient « Maréchal, nous voilà ». Je sais qu'un jour, il pleuvait, la fenêtre était ouverte, moi j'étais en bas dans la cour à surveiller les enfants, et puis il y avait une autre, les enfants, il y a eu un courant d'air, et alors c'est ça que moi j'avais ri. Maîtresse, le maréchal est parti par la fenêtre. Exactement, ça je m'en souviens. Le maréchal est parti par la fenêtre, alors ils arrivent avec le fameux maréchal, le portrait, il pleuvait à plein temps. Alors, mais il est tout sale. On me dit, ça se lave pas, c'est une photo. Ça se lave pas, je dis, mais qu'elle le mette à la poubelle. Et puis le maréchal est allé à la poubelle, ils ont très bien. À Lorient, l'arsenal va rapidement devenir la base opérationnelle allemande pour leurs sous-marins, les U-boats. Dans un premier temps, l'arsenal fonctionne, à la grande satisfaction des autorités allemandes, mais il faut prendre conscience que pour un ouvrier installé à Lanester et Lorient, le gagne-pain est là, le métier, le travail est là, et sa famille est à nourrir. Les Français continuaient à travailler pour eux. Les bateaux qui étaient en construction, enfin ainsi de suite. Oui. Il n'y avait pas de changement pour les ouvriers de l'arsenal, ils continuaient leur travail. Quand l'amiral Dönitz vient le 21 juin faire une rapide tournée pour se faire une idée entre Brest, Lorient et Saint-Nazaire, son choix, qui a priori était plutôt orienté vers Brest, s'arrête définitivement sur Lorient comme base numéro 1 pour les sous-marins allemands. Les sous-marins peuvent venir au moins se ravitailler en carburant et torpilles, des escales très brèves, donc dès le début juillet. Début août, les portes de bassin sont réparées et on a la première mise à sec d'un sous-marin allemand. Et quand on arrive au mois de septembre et octobre 40, on a un assez grand nombre de sous-marins qui fait escale. C'est d'ailleurs le moment où les U-boats remportent un grand nombre de succès et coulent un tonnage très important sur les convois anglais. Dès septembre 1940, démarre alors la construction de la petite base du Scorff dans l'arsenal. Septembre 40, ça commence à dégringoler sur l'arsenal et sur la ville, en faisant des victimes militaires allemandes. Les Allemands vont y être très sensibles, et civiles françaises. Là, c'est la population qui va prendre conscience du drame qu'elle va commencer à vivre.
Il faut vivre au quotidien avec la présence des troupes d'occupation, ce qui oblige la population à changer ses habitudes, en particulier pour tous les déplacements. Les Allemands imposent un système de confiscation-réquisition. Qu'est-ce qu'il reste pour le marché et la population civile ordinaire? Les prix se mettent à augmenter de façon rapide, on rentre dans une époque de marché noir. Parce qu'une des premières interdictions a été pour les bouchers de tuer des bêtes chez eux. Parce que tout était tellement rationné, tout était tellement surveillé, c'était absolument interdit de tuer une bête à tous les bouchers. Et forcément un paysan sans le déclarer. À Lanester, la nouvelle municipalité, désignée par Vichy, doit régler de nombreux problèmes liés aux bombardements, aux coupures d'eau, aux incendies, sans oublier les colis pour les prisonniers. Parce que les maires qui partit, moi j'avais rien contre lui, il avait quitté, il était parti à Camor. Donc il n'a pas connu la guerre après les bombardements. Il est parti de suite à Camor, laisser quand même la population tout seul, comme ça ici. On a été heureux de trouver M. Morvan et surtout M. Messager pour nous débrouiller. Deux mondes qui se côtoient sans se fréquenter, à l'exception notable des commerçants qui profitent, tout au moins au début de l'occupation de cette clientèle fortunée. Je travaillais, moi, donc, chez Pentier, enfin, au Bon Marché, là aussi, et il y avait des Allemands qui venaient, là, qui venaient pas se faire habiller, mais qui achetaient parce qu'il y avait de la confection aussi. Mais il y en avait parce que la marine allemande était très bien habillée. Puis tout le monde travaillait pour les Allemands. Tout le monde travaillait parce que tous les commerces et tout le monde travaillait. L'Arsenal travaillait pour les Allemands. Alors j'allais livrer mes pantalons et je crois bien que j'empruntais la rue Chéniaud pour rentrer sur le cours de Chazelle aussi. Et le premier sens interdit qu'il y avait, c'était au niveau de la rue Cosmao du Manoir. Alors, maintenant aussi. Et il y avait un sens interdit là. Mais comme la rue Chéniaud débouchait plus loin, moi je roulais sur le cours de Chazelle. Puis il y avait un monsieur sur le cours qui me faisait « Madame, vous êtes... » Puis je disais « Je ne le connais pas, moi, celui-là. » Ce monsieur-là, j'ai descendu de vélo quand même pour lui demander ça. Et, vous n'avez pas vu ceux-là qui sont derrière? Ben non, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était non plus. Alors, ça devait être, je ne sais pas, peut-être un mois, peut-être 2 mois après que les Allemands étaient entrés. Et puis, il me dit, ils vont vous coincer. Ah bon? Bon, je lui dis, bon. Alors, ils sont arrivés, ils avaient ce qu'on appelait les plaques de chien, la police, quoi, la police allemande, comme ça. 20 francs, mademoiselle. Un marque, une marque, une marque. 20 francs, 20 francs. Mes jambes étaient tremblotantes. Hein. Aussi, j'avais pas eu affaire, je les voyais bien, mais j'avais pas eu affaire à aucun avant aussi. Alors, si bien que j'ai sorti 20 francs, ils m'ont donné un reçu. Hein. Ah oui, il y avait un reçu. C'était en plein été, là, alors on revenait en vélo, aussi. Et on roulait côte à côte. Il y a un qui a débouché. Madame, 20 francs. Là, c'était pour rouler de front. Alors là, vous voyez, ils n'ont pas été longtemps à régler de tout. Parce que quand on touche au porte-monnaie... Hein, aucun Allemand ne m'a manqué de respect. Ni par parole, ni par geste, ni rien. Ça, on peut le dire. Oui. Mais ils savaient à qui s'adresser. Ils avaient une liste de noms. Et ils venaient demander où habite ceci, où habite celle-là. Le dimanche, on allait en promenade entre garçons et filles. Oui. Alors, il y avait des kermesses, des kermesses pour les prisonniers de guerre. Alors on allait à Berlevenay, on allait à Kervignac, enfin c'était tout dans les communes. On buvait du cidre. Oui. Et puis on parlait, on s'amusait quand même entre nous, puis on revenait en vélo tous ensemble. Et il y avait une communion là-bas, c'était probablement une nièce à moi. Et on va à la communion, et tout d'un coup, il y a
4 Allemands, enfin, soi-disant des Allemands, mais je sais qu'il y avait un Autrichien toujours. Ils sortent du café, et puis il dit en breton, di walad, marbochet dioru. Vous connaissez pas le breton? Vous connaissez le breton? Non. Alors, di walad, marbochet dioru, ça voulait dire, faites attention, il y a les Boches qui arrivent. Et c'était un Allemand qui nous disait ça, avec son fusil. Ah, je vous assure. Et ça, on l'appelait Kogejenang. Kogejenang, ça veut dire petit coq d'été, parce qu'il était petit. On lui avait donné ce surnom-là. Et c'est lui qui avait appris le breton, et puis il avait sorti ça, là. Se nourrir va devenir de plus en plus difficile, ouvrant la porte au marché noir. Le marché noir s'est installé d'une façon, mais alors incroyable. Les paysans n'étaient plus obligés d'aller sur les marchés d'Hennebont ou Lorient ou le samedi à Port-Louis vendre leurs produits. On allait les chercher chez eux. Ah oui. Et on leur offrait le double du prix qu'ils demandaient. Celui qui venait prendre le lait, là, c'était un Autrichien. Et puis, bon, ben, finalement, on le connaissait bien quand même. Oui. Oui. Et puis lui, ben, il nous ravitaillait quand même, parce qu'il nous envoyait du pain, il nous envoyait tout ce qu'il pouvait, toujours. Là, on avait des poules et puis on avait des œufs. Et je me rappelle d'un jour, justement, il y avait une petite alimentation à côté, café alimentation. Et ma grand-mère est allée faire ces provisions-là. Et la commerçante lui dit, Madame Boulay, il y a un Allemand ici, il a une angine et il voudrait avoir un œuf. Vous n'avez pas un œuf frais à lui donner. Alors ma grand-mère dit, si, qu'il vienne avec moi chercher un œuf. Et puis oui, mais l'Allemand avait pris l'habitude de venir dans la maison. Et puis on ne pouvait plus. Il était très sympathique, il était. Oui. Et il me disait même à ma grand-mère, quand il y aura des bombardements ici, allez chez moi en Allemagne, vous serez bien reçus. Ah oui, c'est ça, c'était un boucher de Hambourg. Mais alors mon grand-père était quand même contrarié parce qu'il disait, on va dire mes autres collaborateurs quand on va le voir venir chez nous. Pour tromper l'aviation anglaise, les Allemands décident la construction d'un faux arsenal au Rohu à Lanester. Les Allemands avaient exproprié, c'est pas exproprié, ils avaient expulsé les gens donc des fermes du Rohu, oui. Le Locunel ici, tout le quartier de Locunel, les Kergal, le village de Kergal là. Oui. Le village de Toulbado. Toulbado, le moulin du Plessis. Le moulin du Plessis. Ils avaient fait donc, il y avait une tour au Rohu qui imitait la tour de Lorient. Plus sur Toulbado, il y avait donc... des rampes de lancement comme l'arsenal. Ils avaient fait en bois. C'était fait en bois, oui. Et il y avait des sous-marins en bois, dans l'anse du Plessis. Au Rohu. Oui. Ils avaient donc... aligné du sable qui imitait les rues. Et c'était éclairé avec des lampadaires dessus. Avec des lampadaires. Il y avait des bombardements. Ils allumaient les lampadaires. Ça représentait, je crois, des rues, routes ou des rues, quoi. Pour la maintenance opérationnelle de leurs sous-marins, l'amiral Dönitz décide de faire construire à Lorient la plus grande base pour tous leurs sous-marins, ce qui sera lourd de conséquences pour Lorient et pour Lanester. Les chantiers à Kéroman entraînent alors la venue de milliers de travailleurs d'origines diverses. L'Allemagne a un bassin d'emploi, si l'on peut dire, extrêmement étendu, puisque aux ouvriers allemands qu'on va envoyer sur place, qu'ils soient militaires, les pionniers, ou qu'ils soient civils, vont s'ajouter de façon nettement plus nombreuse des ouvriers civils recrutés à travers la Belgique, à travers la Hollande et à travers toute la France. Et on y trouve également les gens qui étaient enfermés auparavant dans des camps de réfugiés, camps de réfugiés de la guerre civile espagnole, tous ceux dont on veut se débarrasser, les indésirables à opinion, bon, on va trouver des rouges, oui. On va retrouver de la main-d'œuvre d'Afrique du Nord. C'était au bureau d'embauche allemand, de la Kriegsmarine, la marine de guerre allemande. Ben, je suis allé, et puis on m'a embauché.
Et la marine de guerre allemande c'était quelque chose qui était en parallèle avec la marine de guerre française. Elle avait ses arsenaux de construction et de réparation. Et il y avait ici du personnel français qui travaillait pour les réparations des sous-marins, enfin de tout ce qu'il y avait à faire. Il y avait un croiseur en construction qui était le croiseur de Grasse. Alors, évidemment, lorsque les Allemands sont arrivés, je ne sais pas ce qui s'était passé, espéraient que les Français n'étaient pas si bêtes que ça, n'allaient pas terminer le bateau pour ensuite aller le remettre aux Allemands. Alors, on travaillait au ralenti là-dessus, on mettait des tôles, c'était pas bien, on les démontait, on en remettait d'autres, et puis ça a traîné comme ça jusqu'à la guerre. En 1941, il est allé installer le téléphone, puisqu'il s'occupait du téléphone, dans le bureau du directeur de l'Arsenal, M. Stoskov. Ah oui. Et devant mon mari, il a appelé un autre ingénieur qui est venu là, et puis il a sermonné. Il lui a dit, vous allez nous avoir beaucoup d'ennuis, car je vois les Français sont à se dorer au soleil, au lieu de travailler. Alors il a dit que cela ne se reproduise plus. C'était un Alsacien qui était venu que quelques jours avant l'arrivée des Allemands, qu'il avait pris son poste à l'Arsenal. Les Allemands avaient fait venir des ouvriers de leurs arsenaux, oui, dans les arsenaux français. Et ces ouvriers, d'ailleurs, on les avait revêtus d'un uniforme vert, qui en principe, c'était des civils, mais ce qu'on appelait en France des affectés spéciaux. Il y avait des camps, notamment à Lanester et à Hennebont, où au départ, de très nombreux ouvriers hollandais ou bien flamands venaient d'Hennebont à pied travailler à Lorient, tous les jours. Tous les jours. À pied? À pied, oui. Et retourner à pied le soir. Et c'est qu'après, au bout d'un certain temps, qu'ils ont mis justement, pour pas faire ces types-là, faire la route comme ça, parce qu'ils n'avaient pas sans doute, ils étaient rendus compte qu'ils n'avaient pas le rendement nécessaire, quoi. Il y aurait eu une raison pour que l'aviation anglaise s'intéresse fortement à l'Orient, c'est qu'à partir donc du printemps 41, il y a les grands abris de Kéroman 1 et Kéroman 2 qui sont en pleine construction et l'arsenal de l'Orient tourne à plein au service des U-boats. La DCA allemande, qui s'est très tôt installée autour de l'Orient et à Lanester, réussit à abattre quelques avions anglais qui viennent survoler l'Orient pour bombarder l'arsenal. Mais le cimetière de Lanester était archi-comble de gens qui allaient rendre un dernier hommage à ceux qui nous foutaient des bombes, mais qu'on considérait comme nos alliés. J'avais trouvé un petit bouquet de, je sais pas, des fleurs rouges. Alors j'ai bien vu des Allemands. Je dis tant pis, ils penseront ce qu'ils voudront. Je suis allée sur les... Sur les tombes pas sur, enfin sur les tombes, il y avait... Non, ils étaient exposés, là, les cercueils. Et puis je suis allée, ils n'ont rien dit. Puis tout le quartier là, du cimetière, il était là. Je connaissais tout et d'autres m'ont vu aussi. Mais on ne pensait pas voir les Allemands. Enfin, ils disent après tout, ils ne peuvent pas nous empêcher d'aller à l'enterrement. Mais après, ils n'avaient plus voulu que les gens aillent, parce que c'était leur montrer qu'on était des côtés des Anglais. À Lorient, bien plus que dans la plupart des communes du département, la présence de nombreux militaires allemands oblige les Lorientais et les Lannestériens à les côtoyer tous les jours, au point de faire partie des nouvelles habitudes où la cohabitation semble en apparence aller de soi.
Au haut de la rue de Verdun, il y a un Allemand, il se décoiffe. Pardon, madame, je cherche un coiffeur. Il cherchait un coiffeur. Et alors, rue Paul Guès, il y avait un coiffeur. Alors je lui indique. Et devant, je voyais monter à la rue de Verdun 3 hommes. Dans celui qui était au milieu, tout petit. Et ça devait être des couvreurs parce qu'ils avaient les trucs, ceinture, là, les trucs de couvreurs. Et quand l'Allemand qui m'a remercié est parti, alors il s'avance vers moi et le petit, alors la môme, tu broches, il me dit. Alors je regarde, oui, avec un homme entier, mais pas une demi-portion. Il s'en restait en éclat de rire. Il a été baba. Il ne s'attendait pas à ça. Vous vous rendez compte? Alors que l'Allemand était bien, était poli. Hein? Vous vous rendez compte? Dès qu'il vous voyait regarder un Allemand, il s'imaginait que des mauvaises pensées. Donc le capitaine qui était au Manet vient trouver Madame de Belloc et lui dit « Madame, je veux vous inviter à un concert ». Alors on lui dit « Mais monsieur, qu'est-ce qu'une Française va aller faire à un concert de l'armée allemande ?» Alors il dit « Oh, mais madame, la musique est internationale et la musique rapproche les cœurs et les esprits, etc. » Enfin, elle insiste tellement qu'elle a une idée. Elle lui dit « Eh bien, non, d'abord, il essaye de la convaincre en lui disant « C'est pour l'anniversaire du Führer. » Alors elle lui répond « Raison de plus pour que je n'aille pas. » Mais enfin, quand il a choisi d'autres arguments sur la paix donnée par la musique, alors là, elle lui a dit, eh bien monsieur, je veux bien, mais à condition que vous jouiez une musique que je vous demanderai. Oh, c'est entendu. Alors, le jour du concert arrive, il se donnait dans une grande baraque qui était construite derrière, ici. Quand elle arrive, tout le monde se lève et elle dit au capitaine, alors monsieur, vous m'avez promis qu'on jouerait une musique que j'aime particulièrement. Oui, madame, voulez-vous du Beethoven, voulez-vous du Schumann? Non, monsieur, la Marseillaise. Eh bien, ils ont joué la Marseillaise. Elle est allée travailler avec les Allemands à l'Arsenal. Elle s'appelait pendant la guerre. Et elle avait fait connaissance avec un sous-marinier. Français ou Français, allemand. Alors un beau garçon, j'ai vu ses photos, pas très bien, un beau gars. Alors elle s'est amourachée, puis elle s'est trouvée enceinte. Et puis il était sur le sous-marin, lui, allemand, il travaillait là. Et alors quand il est parti, heureusement qu'il lui avait fait une lettre pour dire qu'elle était enceinte, à bonheur, parce que le sous-marin n'est pas revenu. Tu vois, Annick, en France, on l'appelait les poules à boche, et en Allemagne, là-bas, on l'appelait les poules aux Français. Elle me disait, il n'y a pas eu de problème, c'est exactement pareil. Dans la rue de la République, sa maman tenait un café. Alors les Allemands forcément venaient là. Alors mon amie était connue par eux aussi. Je me rappelle très très bien. Comme je vous dis, on allait se promener en vélo. On allait à une fête à Cap-Perlé, toujours on était 5 ou 6 en vélo. Une petite voiture, une petite camionnette d'Allemands s'arrête, ils nous voient, puis ils viennent nous donner une poignée de main. Ils connaissaient mon ami, bien sûr. Et bien ils nous ont pris en photo. Ma photo a couru aussi. Après je disais, bon Dieu, on pouvait dire pour la bouche aussi. Il y a un puits au pignon de la maison et mon seau était parti et j'essayais de le récupérer avec un croc. C'est un Allemand qui m'a sorti le seau. Ah oui. Et puis il m'avait vu, il y a un qui m'avait vu scier du bois. J'avais un mari qui faisait tout. Je sciais du bois et mon machin à l'envers. Et alors, il était venu me montrer comment on sciait du bois, vous voyez. Avec le service du travail obligatoire, le STO, une partie de la classe 1942 s'engage alors dans les chantiers Todt pour éviter un départ vers l'Allemagne. C'est la fameuse relève de la propagande du régime de Vichy. Pour la population ouvrière, seuls les chantiers allemands offrent alors les emplois nécessaires pour faire vivre leur famille. Il n'y a pas de boulot, hein. Boulot, il fallait venir ici, travailler avec l'occupant, automatiquement, tout le monde a fait ça. Ouais. Il fallait bien un emploi, une paye, hein, parce que moi, je travaillais chez Trémour comme menuisier, bon, ça a été brûlé, il n'y avait plus rien. Il fallait bien trouver un travail, il fallait retomber là. Oh, mais j'avais eu un bon poste, c'était pas mal, c'était vraiment dur, j'allais chercher
les bidons de soupe là-bas à la montagne du Salut. Oui. Et puis on distribuait ça, j'allais à la base sous-marine, partout. Mais j'avais un chauffeur allemand qui était super. Ah, j'avais à manger de lui en plus de ça. Parce que normalement, je n'étais pas nourri avec eux. Ah oui, ben, le chauffeur est allemand, hein, mais moi j'étais derrière à empêcher les bidons de soupe de bouger. Mon mari devait partir justement en Allemagne et il est venu me chercher à la sortie du bureau et il me disait que c'était une catastrophe, il était désigné pour l'Allemagne. Alors je lui réponds, mais tu as fait la guerre, il a fait la guerre lui sur le sud, marin à la Sibylle. Alors il me dit, on ne regarde pas ça du moment que je suis célibataire. Mais les célibataires reviendront au bout de 6 mois. Oui. Alors je dis aussitôt fait, je suis partie trouver le maire qui était dans un bureau à côté, lui demander si on pouvait nous marier le lendemain. Et ce qui a été fait, je me suis donc mariée le lendemain à 9h et à 10h à l'église. Et je me suis mariée avec un manteau que je venais de retourner, parce que faute de tissu. Devant le nombre de plus en plus important de soldats de la Wehrmacht, de la marine et surtout des travailleurs de l'organisation TOT, le problème du ravitaillement de la population se pose de manière aiguë. C'est devenu même la préoccupation principale des Lannestériens et de tous les habitants de la région lorientaise. Quand on a eu la carte d'alimentation, c'était bien plus facile, parce que vous savez, chacun avait sa ration de marchandises. Oui. Mais alors, avant qu'on nous a donné la carte, on nous emmenait de la marchandise au compte-gouttes. Je me rappelle, on nous emmenait 15 litres de Javel. Passer des soirées à faire des demi-litres. Pour essayer de donner à 2000 litres à une famille, à 2000 litres d'eau. Le café, c'était pareil, on nous donnait, le café était en paquet, alors à faire des demi-paquets de café pour essayer de donner un petit peu. On prenait du pain à Hennebon, mais il fallait faire une queue épouvantable pour avoir un bout de pain. Alors quand on arrivait au resto, il y avait quand même 5 km d'Hennebon, on arrivait au resto, on avait déjà mangé la moitié du pain. La mère, il n'y a que ça, il ne reste plus que ça. Ben. Oui. Alors on arrivait à avoir un peu avec les Allemands quelquefois du brout qu'ils appelaient ça, c'était des petits pains noirs qu'ils avaient là, des petits bouts. Nixbrot, qu'on leur disait Nixbrot, alors quelquefois ils nous donnaient. Moi je traversais tous les jours le camp de Saint-Nudeg, là où il y avait tous les Allemands là. Oui. Alors on quémandait quoi, à droite et à gauche. Quoi. Et il y a un Allemand. Il avait 2 jumeaux. Moi également, j'ai un frère jumeau. Oui. Il a dû nous prendre en pitié. Il amenait des sacs de gras de tout le Vado. La ferme au-dessus du moulin, là. Il cachait ça dans la paille. Et il donnait ça à mon oncle pour faire du pain. Et les filles, les femmes, dans les moulins à café, elles moulaient le grain. Il y avait des bonnes viandes, des bons pains, des bons vins. On a appris, c'est comme ça que beaucoup de gens ont appris à boire du vin d'ailleurs pendant l'occupation. Les cultivateurs, par exemple, ne buvaient jamais de vin avant. Ils ont connu le vin pendant la période d'occupation. Pourquoi ils ne buvaient pas de vin? Ah, ils buvaient du cidre. Bien sûr. Ils buvaient du cidre seulement, quoi. Ils ne buvaient pas de vin. Bien sûr. Et quand les Allemands ont commencé à faire venir des milliers d'étrangers travailler pour fabriquer la base sous-marine et leur blocose, eh bien, tous ces gens-là n'avaient pas de carte d'alimentation. Il y avait des Tchèques, des Hollandais, des Belges, ils venaient de partout, et souvent d'ailleurs de force. Ils habitaient dans des baraquements faits par les Allemands, mais il fallait qu'ils se nourrissent. Alors, ils louaient les services d'une personne, et d'ailleurs, les Allemands donnaient le camion et l'essence pour leur trouver de la nourriture. Et ça fouillait les campagnes pour chercher le beurre, pour chercher les œufs, pour chercher... C'était incroyable. Les vélos qui avaient double enveloppe sur une chambre à air, qui éclatait, qu'on réparait en route, parce que quand on avait un pneu trop usé, eh bien on recollait un autre par-dessus, ou par l'intérieur, mais quelquefois ça ne voulait plus tenir du tout. Enfin, on faisait jusqu'à 50 km. Parce qu'il fallait courir dans la campagne pour chercher, parce qu'ils tuaient des bêtes en cachette aussi. Alors, quand on avait écho qu'il y avait une bête qui avait été tuée, ben, on prenait le vélo, puis on se débrouillait. Oui. Ah oui, comme ça, c'était le système D. Hein.
Elles sont allées jusque dans les Côtes d'Armor à bicyclette. Et les vélos qu'il y avait, raccommodés avec de la toile et tout, les roues. Hein. Bien, elles sont allées comme ça, plusieurs femmes, pour avoir de la farine. Les bombardements qui ont commencé dès 1940 s'intensifient en 1942. Les bombardements, tout le monde les subissait, au bruit des sirènes et puis aux premières balles traçantes, ça y est, tout le monde se disait, d'ailleurs même auparavant, lorsque le temps était clair, ça y est, ce soir, bien on aura le droit. Et effectivement, les avions anglais ou américains se pointaient aussitôt que les conditions météo le permettaient. Il y avait des bombardements anglais au début, mais à la fin, il y avait aussi des bombardements américains. Et ils savaient très bien reconnaître le bruit des avions. Et ils disaient, c'est pas la peine de se presser, ce sont des avions anglais. Parce que les avions anglais, les aviateurs anglais, dans l'ensemble, frappaient de plus près. Et ils choisissaient leur cible, plus précisément. Tandis que ça, je crois que beaucoup de gens qui ont vécu les bombardements l'ont vu, les Américains bombardaient de beaucoup plus haut, et ça tombait un peu où ça pouvait. La DCA allemande réussit à abattre quelques avions à Lanester et dans les communes environnantes. Il y a eu 2 avions en Malachappe. Il y a un qui est tombé sur la route, là-bas, complètement en Malachappe, avec ses bombes qui ont plein sur la route, alors qu'il avait fait des cratères énormes, là, et on trouvait des morceaux dans les champs, des morceaux d'aviateurs, quoi. Puis alors de tout, des roues et tout. Et il y a un autre, alors, qui était tombé dans un bois de sapin, après le restaurant qui est là, du pont du Bonhomme, là, un peu plus loin, en allant à Kervy, oui. C'est un avion anglais, celui-là, parce qu'on voyait les ailes n'étaient pas brûlées et on voyait le drapeau anglais dessus. Et là, il y avait eu un rescapé, là, il y avait un gars qui avait sauté, mais qui avait atterri dans une ferme, mais alors il avait été obligé de se rendre, les fermiers lui avaient conseillé de se rendre aux Allemands parce qu'il avait toute la figure brûlée, il avait eu un passe-montagne qui avait brûlé, qui avait pris feu. Les Allemands avaient fait irruption à la ferme, donc chez ma tante, et, qui avait entendu frapper bruyamment. Elle était descendue en chemise de nuit, et elle disait ce que j'étais ridicule. Elle avait pris une hache, et elle avait un casque chez elle, et elle nous disait ça quelques jours après. Elle disait, je ne me suis jamais sentie aussi ridicule que ça. J'avais le casque sur la tête, j'avais pas eu le temps d'enfiler ma robe de chambre, mais j'avais une hache à la main, mais elle était descendue ouvrir parce qu'elle avait peur qu'on enfonce sa porte. Alors les Allemands l'ont bousculé, sans lui faire de mal, mais l'ont bousculé, ils ont fouillé toute la maison, même son lit, à la recherche de ce qu'ils appelaient un terroriste, c'est-à-dire un des aviateurs anglais qui avait été abattu. Une bombe était tombée rue des Trois Frères Le Boire, juste dans la rue, là, derrière les enfants du Plessis. Alors, était tombée sur la rue, mais n'avait pas explosé. Et la deuxième est tombée derrière la maison qui était en face de cette bombe-là. Donc, c'était une chaîne aussi. Elle est tombée, mais elle est tombée dans le jardin, derrière. Le jardin a été vidé complètement. Les gens ne pouvaient plus sortir par là. Il y avait un cratère comme la pièce ici. Des bombes incendiaires qui avaient été larguées sur toute la rue Jean-Jean, enfin dans tout le quartier qui est rentré. Et il y avait le feu à côté de la pharmacie Saint-Christophe, qui s'appelle Saint-Christophe maintenant, qui est rentré dans 2 ou 3 maisons. Et puis nous nous sommes précipités pour éteindre le feu. Mais, arrivé à un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Et les canalisations étaient coupées. Et puis tout d'un coup, il y a les 3 ou 4 compagnons à Doriot qui se prennent là, avec plein d'autorité. « Tirez-vous de là! Nous, on va éteindre le feu, on va pas être longtemps à dégager !» Alors dégager, et puis alors on se pensait, on n'avait plus d'eau à ce moment-là. Quelqu'un avait dit, ça y est, moi j'ai trouvé, il y a une fosse là.
Et voilà qu'ils sont partis chercher de l'eau avec des seaux, quoi. Et puis voilà que les autres voulaient monter, mais les copains qui étaient en bas étaient indécis de leur laisser la place. Et puis le pompier professionnel qui était où, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Parce que ça brûlait. Hein, Alors, moi je vois à un moment donné les mecs en chemise bleue, là. Et puis alors ils tiraient sur les copains, alors ils sont descendus. Et puis voilà qu'il a juste eu le temps de me passer le seau. Mais alors Armand Pouliquin qui était là-haut me dit, et puis j'ai reçu une giclée de flotte sur le machin, mais c'était pas de la flotte, c'était du purin. Ils avaient été cherchés dans une fosse qu'on appelle septique maintenant, et puis ils nous avaient ramenés au lieu de la flotte puisque les canalisations étaient coupées, ils nous avaient ramené du purin. D'abord on faisait avec ce qu'on avait. Et puis Armand, qui était en haut, mes copains avaient été descendus, ils les avaient tirés. Alors Armand me dit, fous-lui sur la... Il avait dû se rendre compte ce que c'était, quoi, parce que ça faisait du bruit en bas. Fous-lui sur la gueule, qu'il m'a dit. Hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais le seau entre les mains, je jouais à les valses hésitations. Et puis tout d'un coup, je dis, merde, tant pis pour lui, hein, ce con-là, flouf, je lui ai foutu renverser le seau de purin sur la machin. Alors, ils n'ont pas demandé son reste, ils sont partis, hein, on les a plus jamais pu revus. On était tous bénévoles ensemble, on frappait à la porte, on part chez machin, si vous voulez, vous pouvez venir, on part chez Chose, bon, allez hop... Ah, mais il y en a encore là. Bon, ben nous, on va aller là-bas. Et on essayait d'éteindre, on partait avec un seau, une pelle et une pioche. Pour édifier le mur de l'Atlantique, plusieurs centaines de blocos en béton vont être construits, dont la principale sera la base pour les sous-marins à quai Romand. Un chantier qui mobilisera des milliers de travailleurs de diverses nationalités. Pour les Alliés, priorité est donnée à la protection des convois dans l'Atlantique. Leur réaction tardive pour empêcher la construction de la base des sous-marins va entraîner surtout à partir de 1943 une politique de destruction massive à l'Orient et à la Nester. Quand ils constatent sur la base de l'Orient qu'ils ne peuvent pas détruire le béton et l'activité qu'il y a sous béton, eh bien, ils décident de faire une politique de terre brûlée tout autour, en coupant cette base de ces systèmes d'approvisionnement. Les vagues de bombardiers se sont effectivement étoffées au fil des ans. Et en 1943, par exemple, on a compté des vagues de 350 bombardiers qui venaient. Puis ma mère et moi, on est allés au bout de la rue Boucher, là. Vous savez, la rue Boucher, il n'y avait rien devant, là, c'était tous des canons et des saucisses. Les saucisses, c'était les ballons dirigeables qui lâchaient dans le ciel pour empêcher les avions de descendre. Et il y avait des descentes partout, là, pour aller de la rue Boucher jusqu'à la digue, quoi. Mon grand-père qui me levait, j'étais bébé, je dormais dans sa chambre, hein, et mon grand-père m'a levé pour aller me mettre à faire pipi, sûrement. Et alors il a eu quelque chose, il est arrivé dans la chambre de chez mes parents, il dit venez vite, il y a quelque chose qui est tombé. Et ma mère et mon père allument la lumière, et puis ma mère lui dit oh, papa, ta moustache, il avait plus de moustache brûlée, sa chemise de nuit toute noire, et ben la bombe était passée entre nous deux, dis donc. Le toit était à moitié parti de ce jour-là, parce qu'il y a eu 3 bombes incendiaires sur la maison, le jour où on était, le dimanche soir, quoi. On a réussi à sauver la maison, mais après, le samedi suivant, on a été capote, quoi. La rue qui part de l'église pour aller vers l'école des sœurs, là, ben là, tout était rasé. Hein. Tout était rasé. Tout le plus haut, là, la rue Saint-Michel, tout ça, il ne restait plus rien. Les bombes incendiaires, ça tombait comme de la grêle. De la grêle. Des bombes... Vous en souvenez vraiment? Oh, je me souviens. Oui. On voyait ça, les bombes, parce que les bombes incendiaires, quand ils les jetaient, c'était par paquet comme ça. Oui. Alors ça explosait. Pouf, c'était ça. Il y a dit un feu d'artifice. Hein. J'ai jamais vu de si beau feu d'artifice qu'à ce niveau-là. Hein. Mais alors, ça tombait comme de la grêle.
une fois le bombardement fini, le chef de la défense fasciste venait demander des renforts quand s'il y avait des maisons d'écroulées comme ça. Bon, il a passé à crier, ça hurlait, bon, allez, c'est tombé chez Fidel là-bas, il faut des renforts pour déblayer. Bon, on est parti, j'ai été aussi avec tout le monde déblayer, pierre par pierre, essayer de prendre des pierres. Et bon, on a trouvé forcément des morts, d'autres qu'on n'a pas trouvé du tout. Un collègue à moi, comment Fernand-Le-Peltret, vraiment la bombe est tombée en plein sur la maison avec des morceaux. C'est là qu'on arrive. J'en pleure parce que le père Peltret, oui. travaillait au tramway à l'époque. Ah, oui. Et il n'avait pas pu venir parce que moi, quand il est arrivé, sa maison était détruite. Le pauvre Fernand vient de donner un coup de main aussi pour déblayer. Le premier assaut qu'il trouve, c'est la tête de sa fille. Oh. Alors, là, c'est des drôles de souvenirs. C'est des gosses qui étaient à l'école avec nous, hein, tous du quartier. Hein. On voyait des avions, ça arrivait de partout. Et on les voyait, les traînées blanches comme là, ils étaient hauts, ça descendait plus. Bah, ils laissaient tomber. Hein. Comme on dit, ils laissent tomber la neige. Hein. Ah, ils ont tué du monde sur leur mal à propos. Hein. Le voisin de M. Leslie l'a invité à aller chez lui boire un verre pendant le bombardement. Et heureusement, parce que sa maison était complètement détruite, c'est grâce à M. Leslie s'il a eu la vie sauve. D'ailleurs, mon père ne se levait jamais, et cette fois-là, il avait sauté de son lit. Il y avait eu 14 bombes qui étaient tombées toutes, et il y a eu une seule qui est tombée sur une maison. Et il y avait deux personnes dedans qui ont été écrasées, bien sûr, ils étaient dans leur lit encore quand on les a trouvés. Après, ça a été les bombes incendiaires, et puis là, alors ça tombait par... Rien que dans notre jardin, il y avait 40 bombes incendiaires. Moi, j'ai vu au resto, dans les champs qui étaient labourés, on trouvait même des caisses entières de bombes incendiaires qui n'avaient même pas été ouvertes. Et elles étaient tombées dans les champs, comme ça, elles étaient debout dans les champs, et toutes les bombes étaient dedans, encore rangées, hein. C'était une très grosse bombe qui est tombée derrière la ferme de mon oncle, au resto, là. Une bombe qui avait, je sais pas, peut-être au moins 10 mètres, le trou avait au moins 10 mètres de diamètre, qui était incurvé, comme ça, et qui avait jeté des gros chênes qu'il y avait sur le talus, à je sais pas combien de mètres, un gros rouleau en pierre qu'on a trouvé à 200 ou 300 mètres. C'est une seule bombe, mais alors une grosse bombe, quoi. Et finalement, on était parti du chantier de la Nester pour éviter les bombardements. Puis là-bas, ici, il y a eu plein d'avions qui sont tombés. Bon, bah, on disait, ah, il y a un avion qui est tombé ici, il y a un avion qui est tombé là. Bon, bah, le matin, on était jeunes, on allait voir les avions. Sur la ferme du Toulouette, là, il est tombé 18 bombes, rien que sur les terres, là. Quand les bombardements s'attapaient, il y avait un bruit assourdissant. Et puis après, quand ça s'arrêtait, il y avait comme un silence de cathédrale. Quel a été le degré d'efficacité des bombardements? Alors, quand les bombardiers anglais arrivaient, il y a peut-être les 3/4 des sous-marins qui sont sous abri. L'activité de Quai Roman 3 au milieu janvier 1943 n'est encore que très partielle. Et donc on a un certain nombre de sous-marins qui sont encore plus ou moins à découvert. Oui. Ils sont passés à travers les bombardements. Il n'y a pas eu de destruction de sous-marins en tant que tels. À part les ouvriers de l'Arsenal qui ont été libérés après l'armistice pour revenir travailler à l'Arsenal, peu de militaires prisonniers en Allemagne vont avoir la chance d'un retour au foyer avant la fin de la guerre. Alors là, c'était les Breistatau. Alors il y avait une des gays, Madame Froment qu'elle s'appelait, parce que les autres n'étaient pas comme ça, hein. Ses frères, et je sais pas si c'était nombreux. Hein. Et alors, celle-là, c'est une Breistatau. Hein. Et alors, soi-disant qu'elle revenait, elle faisait revenir les prisonniers. Alors, elle demandait du lard, elle demandait du beurre, elle se débrouillait comme ça. Ça a été une chameau, alors. Hein. Soi-disant, il avait sauvé un Allemand, un soldat allemand de la noyade ou je ne sais pas quoi, hein, autour de l'Orient ici. Et on lui a demandé, est-ce que vous voulez des sous?
ou si vous avez de la famille en Allemagne. Alors je dis, il a dit quoi, si, comme ça quoi. Il dit, j'ai 3 cousins là-bas. Il y a un qui a 2 petits garçons, qui est marié, c'était moi. Le 27 décembre ou le 28 que je suis arrivé à la maison. De quelle année? En 43. 43. Moi, j'étais partie me cacher derrière l'armoire. Et mon fils et moi, l'aîné, parce que Yvon était chez ma mère. Et puis alors, j'avais peur. J'étais derrière l'armoire en train de regarder, mais il y avait des réfugiés chez nous. Et ils ont dit comme ça, ben, nous autres, on va les regarder quand même, ça qui frappe à la porte, quoi. Le père croyait que c'est moi qui aurais été, mais puisque je ne savais pas, c'est pas moi qui ai été le recevoir. Ah ben non. Alors quand je l'ai vu arriver, mon Dieu, je disais, mon bonhomme, et c'est pas possible. Mon beau-père était venu fou de joie, fou de joie. Il a juste dit bonjour à son fils, et puis parti chez les voisins dire, Pierre Zohari, ou Pierre est arrivé, quoi. Parce qu'on parlait le breton. Pierre est arrivé, tout le monde sont venus, ceux du village voir. Il y avait 3 fermiers ici. Tous ils sont venus voir Pierre, bien sûr. Ben oui, c'était le plus beau jour de ma vie. Hein. Ah oui, c'était la Noël 43. Ben oui. Le plus beau jour de ma vie. Hein. Ben oui. Conséquence des bombardements massifs du début de 1943, les destructions s'accumulent et en février 1943, l'ordre est donné par la préfecture d'évacuer la ville. On charge ces quelques biens avec les moyens disponibles. Rares sont les camions et surtout l'essence. Les agriculteurs avec leurs charrettes sont également mis à contribution. Les routes sont encombrées par des flots de réfugiés lourdement chargés, à la recherche d'un lieu d'accueil, d'un logement de fortune que l'on pense alors provisoire. Au fur et à mesure de l'importance des bombardements, se diluait, les gens foutaient le camp, ils restaient pas là. D'ailleurs, on avait parlé de l'évacuation, et puis c'était plus possible de vivre. Les gens s'en allaient à bord, les cultivateurs de 35 ou 40 km se pointaient là pour enlever ce que les gens pouvaient sauver et partir. C'était l'évacuation, l'exode en fait. Beaucoup de gens sont partis d'eux-mêmes, quoi, hein, sans avoir d'ordre. Quand on est bombardé tous les soirs, comme ils faisaient, même à Lorient, beaucoup partaient sans qu'ils aient l'autorisation ou bien l'ordre de partir. Ils partaient d'eux-mêmes, c'est compréhensible ça. Avec les bombardements qu'il y a, on va aller à Neustan, là on sera bien, il n'y aura pas de bombardement là-bas. Là. Donc mon oncle est venu nous chercher avec charrette et on est parti à pied à Neustan, derrière la charrette. On est parti à pied, en début d'après-midi, et inutile de vous dire que vous avez vu à la télé les gens qui évacuaient. On ne pouvait pas se dépenser. Alors on avait les bicyclettes à la main, avec une valise chacun dessus, et le landau, mon mari ne résistait pas avec une main sur la bicyclette. Et on a fait 27 km comme ça. On partait avec des baluchons, la brouette, des poussettes de gosses, ce qu'on voit maintenant dans des actualités qui semblent ridicules et pourtant qui étaient réelles. Et nous avons habité une vieille ferme, ex-dépôt de betteraves, à Languidic. Ses cousins de Sanudec. Et alors, il était venu déménager, donc mes parents, quoi. Mais alors à pied, hein, jusqu'à Zazac. Hein. Ah bah oui, mais c'était pas alors grave. mon grand-père, il paraît, guidait à Tombreau, et puis le cousin guidait l'autre. Et ils avaient même reçu, m'a dit ma mère, un bombardement au niveau d'Enbon encore. Mais enfin, une chance, c'était pas tombé sur les charrettes. C'est-à-dire qu'elle était réfugiée là-bas, juste tout près. Tout près de chez ma sœur. Elle venait très souvent chez ma sœur. À Merlevenez, cherchait du ravitaillement aussi parce qu'il n'avait pas. Et ma sœur était assez gentille pour faire le maximum pour donner quelque chose. Mais quelquefois c'était difficile parce que les Allemands étaient là. Hein.
C'est-à-dire que ma mère travaillait, c'est-à-dire elle faisait de la couture. Oui. Alors elle faisait de la couture pour les paysans, et puis bon, on avait un peu de ravitaillement, quoi. Ce qui vous permettait de subvenir. On avait du ravitaillement, mais enfin, comme mon grand-père était du coin, donc la famille était déjà connue. D'accord. Il fallait être connu des gens. Même une fois qu'on est réfugié, là, pour avoir à manger, hein, ben, je vais vous le dire que celui qui connaissait personne, il avait du mal à trouver à manger. Hein. J'avais 5 ans peut-être. Hein, oui. Et alors, il y avait derrière notre maison à Zazac, il y avait une école. C'était une école et elle avait été réquisitionnée par les Allemands, pour se faire, je sais pas moi, ils étaient une caserne, quoi, en fait. Hein. Je grimpais sur les cages à lapins qui étaient en mitoyenneté, donc, avec la cour de récréation. Je grimpais sur les cages à lapins. Lui, il m'attrapait comme ça, parce que j'étais petite, il m'attrapait comme ça, et il me donnait des bonbons. Et alors, j'allais comme ça, l'après-midi, en douche, je partais. Et puis à l'époque, les parents ne s'occupaient pas, les enfants sortaient dans la rue partout, c'est pas comme maintenant, où vas-tu, hein, alors on nous laissait courir. Hein. Et alors j'allais là en courant, je grimpais sur mes cages à lapins, et hop, j'avais l'Allemand qui me donnait des bonbons, et puis il devait peut-être, je sais pas, il était gentil avec moi sans doute. Un jour, j'étais juste à l'entrée donc de l'école, avec ma mère qui parlait aux voisines, et puis il y a l'Allemand qui sort. Mon Allemand, donc, qui sort. Et moi, machinalement, il me tend les bras, machinalement, je lui saute dans les bras, forcément, à l'enfant. Pareil. Ma mère, quand elle a vu ça, folle de rage, elle est allée m'attraper. Et puis alors, il lui dit, mais j'ai une petite fille de son âge qui lui a dit, mais ma fille est française. Elle a répondu. Et je venais à bicyclette essayer de récupérer, parce que tout avait été bombardé, essayer de récupérer quelques affaires. Et un jour, j'ai été prise sous le bombardement, et il y a un Allemand qui m'a attrapé et qui m'a mis à l'abri. De ne pas me laisser... Ah oui, il avait été chic, hein. La résistance organisée sera très progressive. Pour éviter le service obligatoire, des jeunes vont aller se cacher dans les campagnes et dans les bois, les fameux maquis. Mais sans ces armes et sans véritables moyens, cette résistance ne peut être que symbolique. On me faisait confiance, alors je faisais des faux papiers qui étaient des laissez-passer, tout en allemand, je ne sais pas trop ce que c'était marqué dessus, mais c'était en blanc. Mon chef n'avait pas le droit de signer des papiers en blanc, mais je glissais 1 ou 2 feuilles. Et comme il avait confiance en moi, il ne regardait pas toujours. C'est quand j'allais faire tamponner les papiers au bureau de l'enregistrement allemand, quoi. Oui. C'était un vieux monsieur, monsieur Rausch. Alors, il m'avait surpris 1 ou 2 fois, parce que je lui disais « Stempel », cachet. Bon, il me donnait le cachet, puis je faisais, puis alors, par moment, il disait, viens ici, fais voir, je vais regarder. Puis 1 ou 2 fois, il a trouvé des papiers sans nom. Quoi. Il me disait, tu bist ein Lunke, Jean. Hein? Arthur, attention. Mais il était chouette, il ne regardait pas souvent, alors, de temps en temps. Moi, c'est souvent, presque à chaque fois, j'étais arrivé à avoir du stock à la maison. Hein. Ce qui n'empêche pas des actions de sabotage dans lesquelles des Lannestériens vont s'illustrer. Et ici, il y a eu quand même des actes qui ont été commis par des Lannestériens, oui, bien sûr. Oui. Mais des Lannestériens qui étaient politisés? Qui étaient politisés, des jeunes communistes en particulier, oui. Oui. Derrière le centre Alpha, il y avait un grand transformateur de l'EDF là, qui avait été dynamité par des gars de chez nous. Jean-Louis Prima, il y a la rue Jean-Louis Prima en haut, là. Un gars qui habitait rue de la République au chantier, là, qui avait dynamité ça avec Louis Le Bail. Les lignes téléphoniques étaient surveillées, parce que les patriotes, enfin les coupaient, des résistants. Et bien donc tout le monde ils arrivaient à la mairie, dans tel endroit il n'y a plus les résistants, on coupait les lignes, on ne les trouve pas, tout tombait sur le maire. Il y avait un maquis à côté de chez moi. J'avais déjà des contacts, c'est pour ça que, oui, à Christine, oui. C'est pour ça qu'on m'avait dit, ne viens pas trop tôt, ça ne sert à rien, parce que pour manger, il n'y a pas pour tout le monde. Hein.
Et puis un jour, il y a un interprète, il n'avait rien à foutre de soir. Ils sont allés visiter des coffres. Et puis ils ont trouvé la boisson. Et puis ils sont soudés la gueule, quoi. Et puis voilà qu'il est allé avec sa gueule sourde. Ouais, moi je suis interprète à Quiroman, et il y a de la résistance, et patati et patata. Et... Alors on l'a arrêté le lendemain matin. Il y avait des soldats allemands aux faces, hein, ils ont signalé ça aux autorités, on l'a arrêté le lendemain matin. Il a été au machin, interrogé. Et puis moi, puis mon chef, on a été 3 fois interrogés à la commandanture. Alors, il y a des résistants à Quiroman. Ben, on a eu connaissance, effectivement, de certains actes de sabotage. Oh ben, vous me dites ça, moi je travaille au bureau du personnel français, moi je ne me tue pas de ça, hein. Vous êtes sûr? Enfin, peut-être qu'on a été 3 fois interrogés, lui aussi. C'était après le débarquement en Normandie. Il me dit, écoute Jean, tu sais pas, je viens de recevoir un coup de fil. Tu fous le camp immédiatement. Parce qu'ils ont terminé leur enquête et puis je crois que c'est après toi qu'ils en veulent. Fous le camp tout de suite. Je suis foutu le camp et quand je pense à ça, je cours encore. J'ai traversé le cimetière de Carnel et puis je suis foutu le camp à Zinzac et puis j'ai dit hey, il faut que je rentre au maquis. Hein. Début 1944, les patriotes, cachés dans la campagne et dans des villages, sont de plus en plus nombreux. On entendait parler de groupes de patriotes qui faisaient des actes de ceci ou de cela, qui commettaient des actes de résistance. Quoi, et puis un beau jour, on est venu nous contacter, puis on a dit bah, est-ce que vous êtes d'accord pour faire partie d'un groupe de résistance? C'est comme ça que c'est arrivé. Quoi, hein. Et puis on a formé un groupe sur Saint-Gardec même, et puis on était, je sais pas, une quinzaine peut-être, une douzaine, une quinzaine, et puis on a formé un groupe. Et puis... Mais la vraie résistance s'est formée vraiment armée jusqu'au mois de juin, quoi, quand on a commencé à avoir les armes, quoi, parce qu'il n'y a pas d'armes. Hein. Il y avait des résistants, des gars dans les fermes comme ça, mais sans armes pratiquement. Quoi. Ce qui entraîne de fréquentes perquisitions par la police allemande et des coups de force de la milice. La milice à Pétain, oui. Elle était à Gourin. Il y avait des miliciens à Gourin. Oui. S'il n'y avait pas eu la Gestapo, ce qu'on appelait la Gestapo bretonne, beaucoup de résistants auraient pu se tirer d'affaire. Hein. Ceux qui ont fait le plus de mal aux Français, ce sont les Français. Vous savez, au mois de juillet 1944, à la veille de la libération, hein, il était temps que la libération arrive. Hein. Oui, oui. Les dénonciations. Les dénonciations, ça y allait. Les miliciens, ils n'hésitaient pas à ce moment-là. Hein. Il y avait beaucoup qui ont perdu leur vie par rapport à ces citoyens-là. Hein. Les fameux miliciens, la milice Perrotte. Là, Il y a eu la fameuse rafle de Sainte-Anne-des-Bois en mai 1944, et c'est après cette rafle qu'on a pris le maquis, parce qu'on s'est dit, voilà, ça commence à devenir dangereux, et on a pris le maquis juste avant le débarquement. Au débarquement, on était vraiment dans le maquis, nous, quand il y a eu le débarquement du 6 juin, on entendait ça, on entendait les coups de canon d'ici. Ouais, on avait des revolvers récupérés, quoi. Mais c'est tout, il n'y avait pas d'armement. L'armement est arrivé au mois de juin après le débarquement, quoi. Et il y a eu des parachutages sur le secteur de Guémené, le fameux parachutage de Kierwistedt-Malvoisin, où il y avait 2 bataillons Libération Nord, un bataillon FTP, qui ont été armés avec un grand parachutage qui a eu lieu à l'époque. Ça a permis d'armer pratiquement tout le bataillon. Quoi. Quand les parachutistes sont tombés à Saint-Marseille, ils ont été dispersés un peu dans tous les groupes de maquiseurs. Et là, c'est eux qui étaient en contact avec leurs appareils, avec les avions. Parce que les avions, ils arrivaient, pouf, ils calaient les moteurs, puis ils volaient. Ils étaient morts, attention, hein, on ne les entendait pas. Hein. Alors, ils lâchaient les conteneurs, et puis il fallait les ramasser, et puis ramasser les armes. Hein. Et faire vite, parce que les autres, ils entendaient aussi. Hein. Les maquisards, disons, se sont regroupés sous l'appellation de FFI. Il n'y a plus qu'un commandement unique. Bientôt, ils seront intégrés dans une division que commande le général Borgny-Desbordes.
Donc nous avions quitté, après avoir être partis de certaines fermes qui entouraient la région de Languedic. Oh, et voilà qu'on se trouve. Oh non, d'autres, oui. On n'a pas eu le temps de les compter. Hein. Dizaines de bonhommes avec mitrailleuses sur le dos, des bandes de machins en bandoulière. Oh, je dis, ça y est, ce coup, on est refait. Et puis il y a un qui s'avance, puis qui lève les bras. Oh, je dis, ça change de note. Et c'était un groupe de Russes blancs, qui avait fait partie qui faisait partie de ce convoi-là, et qui avait profité de ça pour foutre le camp, pour se sauver. Et puis ils avaient erré un petit peu dans la campagne, et puis le matin, ils sont tombés sur nous. Et ils sont restés avec nous. Et on a fait prisonnier d'autres types encore. Enfin, on a fait prisonnier. Ils vous laissent rondre, hein. On les a pas fait prisonniers, ils vous laissent rondre. Hein. Ils cherchaient, hein, les pauvres types. Quoi. On est revenu à Languedic, il y avait des maquisards qu'on ne connaissait pas. Alors, bon, ben, vous pouvez les prendre en charge. Nous, on les a fait prisonniers, et puis on refoule le camp là-bas sur Edmond-Saint-Gilles. Et puis voilà que ils ont foutu les gars dans une espèce de bergerie où il y avait la paille et où il y avait déjà eu les patriotes. Et parmi ces comptes patriotes-là, il y en a un qui a oublié une grenade anglaise. Ouais. Et je ne sais pas si ce soldat allemand s'est allongé, s'il a foutu sa patte dessus. Toujours est-il que les maquisards leur sont arrivés. Ils ont trouvé une grenade. Et ils ont dit, voilà un type qui a trouvé une grenade. Il est venu là avec une grenade. Il avait l'intention de la balancer. C'était une grenade anglaise. Ben, ils les ont fusillés. Hein. Le 5 août 1944, Vannes est alors libéré et les Américains progressent vers l'Orient jusqu'à Caerletu. Le 7 août, c'est la fermeture de la poche de l'Orient qui va regrouper 25 000 soldats et civils allemands, des Russes blancs, des militaires et des civils de diverses nationalités. J'ai entendu des chenillettes passer, on avait dit les Américains arrivent. Ah. Alors, totalement, moi j'ouvre ma fenêtre, encore croyant applaudir des Américains quand j'ai vu les trucs, les têtes noires et tout ça, ils étaient tout barbouillés. Oui, c'était pas les Américains. C'était pas des Américains. Je me suis je dis, pourvu que... Parce qu'ils s'étaient arrêtés, ils ne savaient plus où aller. Quand les Américains sont arrivés sur l'Orient, les Allemands les ont vus arriver. Ils ont monté en haut de la tour du port, ils ont vu les Allemands arriver sur Caudan. Alors là, ils ont commencé les Allemands ont commencé à bombarder au Caudan, quoi. Puis alors, les Américains, eux autres, ils voyaient bien le point de repère, ils ont tiré sur la tour du port pour la ficher en bas, quoi. Les Américains sont arrivés, ils ont passé Arzano, venus sur Panscorp et sur Kievan. Donc, les gens de Kievan avaient pavoisé, et puis pété l'arrivée des Américains. Ils sont venus jusqu'à Caerletu. Et puis là, les Allemands les ont fait retourner, reculer jusqu'à Kerbusso. Donc Kievan, ils ont repris Kievan. Et c'est là qu'ils ont mis le feu à Kievan. Alors les gens de Kievan avaient été obligés de partir. L'ordre a été donné au début d'août à toutes les garnisons des ports de se réfugier dans les points d'appui, de se replier sur les points d'appui. L'Orient étant considéré comme le principal point d'appui de la région.
Tous les canons qui étaient à Lorient ici ont tiré sur Hennebont et ils ont brûlé Hennebont complètement, ils ont tout détruit Hennebont, quoi. Quand j'étais à Caudan, nous avons été 2 jours et une nuit renfermés dans un blocos par les Allemands. Et quand nous sommes sortis, il y a eu les bombardements de nouveau qui commençaient. Et nous avons eu 7 marins, des pompiers, des marins français qui ont été tués près de nous. Là. À Caudan. À Caudan. Dans une attaque, un bombardement. Oui. Nous avons été recouverts de terre, mon mari et moi. Et mon mari avait, avec sa brouette de Caudan, il avait envoyé l'état civil, les registres de l'état civil, dans un blocos. Et dans sa brouette? Dans sa brouette, pour sauver les registres. On considère qu'il suffit de maintenir un petit rideau de troupes, artillerie américaine pour l'Orient et troupes issues de la résistance, et d'attendre que les choses viennent à leur terme, c'est-à-dire avec la capitulation sans condition de l'Allemagne une fois Berlin tombé. On faisait des sommiers et ils ont fait sauter le pont en pierre à Hennebont. Tous les cailloux nous dégringolaient dessus. Alors moi j'ai dit au patron, Alphonse, je dis moi je reste pas là. Hein. Il y avait des Allemands qui étaient sur la route à la Croix-Verte avec la fougère sous le casque, les bombes de balles de mitrailleuses, pareil, parce que les Américains arrivaient. Hein. C'était la débâcle complète. Hein. Alors je dis moi je reste pas là, je retourne au resto parce que je dis non, t'as vu ça, ils sont tous dehors là, c'est la guerre quoi. Alors je suis parti là, il me dit mais on va finir les sommiers quand même. Moi je dis non, je dis moi je pars. Pour les agriculteurs, restés dans la poche de l'Orient, ils sont encore une centaine à Lanester, la vie est de plus en plus difficile. Quand la poche se fermait, ils sont arrivés, ils nous ont pris un cheval avec un char-à-banc, et puis il a fallu qu'on leur charge une barrique de cidre dans le char-à-banc. Donc ils nous ont pris, et puis on discutait comme ça, et finalement... ma mère, elle connaissait bien le breton, quoi. Ils parlaient un peu en breton entre eux, et puis l'allemand leur a répondu en breton. En breton. Oui. Alors, elle lui a demandé, alors en breton aussi, elle lui dit, mais où est-ce que vous avez été apprendre le breton comme ça? À Langonette, qui disait. Ou est-ce que c'était un milicien? Oh, c'était plutôt un breton. Et... Un breton? Oui. Nous étions donc à table comme ça, tous le soir, vers 19h, 19h30 sans doute. Et tout d'un coup, il y a un obus qui a éclaté. C'est la poche de l'Orient qui tirait. Il tirait de ses dernières cartouches. Hein. Et alors, à ce moment-là, évidemment, nous sommes tous tombés dans le coma du fait de l'explosion. Hein. Et c'est moi qui suis revenue la première à moi, d'après ma mère. Et alors, j'ai hurlé maman, forcément. Hein. Et elle est revenue à elle. Et puis là, elle a vu son père qui était resté, parce que mon grand-père était veuf, il vivait avec nous. Et son père, donc, était resté à sa place à table. Il avait encore la fourchette à la main. Et il avait reçu un éclat en plein cœur. Alors, il était déjà vidé de son sang. Pour soulager les troupes américaines, les FFI, les forces françaises de l'intérieur, c'est-à-dire les différentes composantes de la résistance, vont ceinturer la poche de l'Orient et harceler les Allemands pendant près d'1 an. Seuls quelques détachements américains sont positionnés à Pont-Scorff et à la rivière d'Etel. Les actions, nous on bougeait pas, n'importe comment. C'est pas avec l'armement qu'on avait qu'on a arrêté. Quand même les châteaux, eux ils ne bougeaient pas, nous on bougeait pas. Hein. On était, vous observiez. Puis on était en ligne quand même. Hein. On avait creusé des trous, des tranchées tout autour de l'Orient. Ça partait du Scorff là-bas pour rejoindre Hennebont. Hein. Le soir, les hommes, mon oncle et puis les pères des Italiens, là, a transporté les valises de l'autre côté, le soir. Oui. Ils les ont cachées dans un fourré de l'autre bord, là. Oui. Et puis le matin, à 5 h, nous, on est partis. Ils nous ont envoyés en bateau de l'autre côté. Oui.
Et alors là, on est parti, on était une dizaine à peu près, hein, une douzaine peut-être, avec un drapeau blanc. On est parti et on ne savait pas où on allait, et puis on ne savait pas s'il y avait des mines ou quoi. Hein. Oui. Alors on est parti, on a traversé les bois, et on est arrivé sur la route de Kervignac, l'ancienne route de Kervignac, et il y avait un passage à niveau, là, la ligne de chemin de fer, et en arrivant là, alors, ouf, il y a 4 ou 5 gars qui nous sautent dessus. C'était des FFI, ils étaient derrière un talus avec une mitrailleuse. Bon, allez, venez par ici, d'où vous venez? Ah ben, on vient du resto. Bon, allez, hop. Ils nous envoient au camp de Beaufort, où était l'état-major des FFI, des machins, quoi. Et il y avait même, c'est là qu'on a vu les premiers prisonniers allemands qui étaient en train de nettoyer. Ils avaient leur machin dans le dos, c'était marqué prisonniers de guerre, quoi. La fin de la guerre approche, les Alliés sont en Allemagne, les Russes sont aussi aux portes de Berlin et la poche de l'Orient n'a toujours pas capitulé. Des négociations ont lieu entre les Alliés et les Allemands au Maguire, en face d'Etel, pour aboutir le 7 mai 1945 à la signature de la reddition de la poche. Quand j'étais sur le front d'Etel, sur le front de l'Orient, les négociations se faisaient justement sur Etel. Les plénipotentiaires allemands ou français ou américains, ils prenaient le bateau à Etel. Ils débarquaient au Maguire à Plouhinec. C'est sur le Courchazel qu'a eu lieu le rassemblement des Allemands. D'ailleurs, il y a une plaque là, vous avez vu, c'était sur l'ancienne gare routière qu'était la plaque, mais maintenant on l'a mis sur un petit monument que les Allemands sont rendus à telle heure ou telle date. C'est là que tous les Allemands, ils étaient alignés là, et ils ont laissé leurs armes, leurs casques et tout, mais les armes n'étaient plus là, mais il y avait des tas de casques encore qui étaient là, casques allemands. Le 8 mai 1945, c'est la capitulation officielle de l'Allemagne. Le 9 mai, les Alliés entrent dans l'Orient et le 10 mai, à Caudan, a lieu la cérémonie de reddition de la poche de l'Orient. Des milliers de prisonniers allemands sont regroupés dans l'Arsenal, au quartier Frébeau et à Lambewe. Je ne sais pas si c'était pas 25 000 ou 30 000 bonhommes. Hein. Enfin, ils n'ont pas été tous mis au quartier Frébeau, mais on les a rassemblés là. Et puis, bon, bah, il a fallu les dégager, alors on les a envoyés sur Lambewe. Alors Lambewe, tu vas aller, toi, Jean? Ouais, je vais aller, moi. Bon, allez, on est parti à 3-4. Et puis, voilà que ce que je vois dans les rangs, mon chef de bureau. De bureau. Oh, c'est pas mal. Bon, bah, je suis rentré avec eux. On nous a fait un laissez-passer pour aller jusqu'à la gare de Lorient. Alors, on est passé sur le pont de chemin de fer où il n'y avait qu'une voie. Les Allemands avaient enlevé une voie de chemin de fer du Touldoir jusqu'à Lorient et ils avaient fait une route.
On avait récupéré un tas de trucs, mais alors ce qu'on avait récupéré aussi, c'était des puces. Et on en avait partout. Partout, on avait été obligé de se déshabiller complètement. Pour la population, il faudra attendre encore un peu pour venir constater l'état de leur maison. L'heure est au déminage, des mines éparpillées dans la poche. Parce que mon père, il fallait qu'il rejoigne la gare SNCF, il était appelé, là, comme il était cheminot. Oui. Et on est arrivé à Hennebont, là, personne n'avait le droit de passer à Hennebont. Pour venir sur l'Orient à ce moment-là, parce que ça faisait 2 ou 3 jours que les Allemands s'étaient rendus. Et alors, comme il avait un laissez-passer, on nous a laissé passer, et alors on nous a dit de venir ici, comme on venait sur l'Annester, on nous a dit de venir au presbytère, c'était là qu'était l'état-major FFI. Et on est revenu le 16 août 1945. Alors, on est donc revenu rue Camille Pelletan, mais là, il n'y avait plus que les 4 murs, le toit et le plancher du rez-de-chaussée. Pourquoi ? Les Allemands avaient enlevé les parquets, enlevé les planchers, tout fichu. Voilà. Mais chez nous, ils n'avaient pas scié les poutres. Chose que dans bien des maisons, ils avaient scié les poutres. Quand on est rentré après, c'était avec les domaines qu'on était pris pour aller récupérer donc les mats, parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'y avait pas de camion ni rien. Donc c'était les agriculteurs qui devaient une journée. Pour déblayer les... Pour déblayer, oui. Ou récupérer les meubles et puis le matériel qu'il y avait dans les batteries ou bien dans les endroits qui étaient occupés avec les Allemands, quoi. Les prisonniers seront utilisés pour le déminage, pour des travaux de déblaiement des rues, et dans les fermes pour les travaux des champs. Oh ben, nous autres, c'est un jeune qu'on avait là, c'était un ancien SS. Et pas trop... Enfin, le père ne s'arrangeait pas avec lui. Ah non. Mais il y avait dans toutes les fermes. Oui, il y en avait dans toutes les fermes. Ici, là, il y avait aussi. Ici, il y avait deux. Il y avait deux ici aussi. Oui. Il y a des restes un peu partout de munitions et des armements dans les blocos et dans les champs qu'il faut alors regrouper dans des terrains aménagés et surveillés au parc des sports de Lorient, à Lambiway et à Pont-Scorff. Il y avait des armes partout, des mitrailleuses, des canons partout, dans toute la région. Lorient était truffé de canons avec sa défense antiaérienne. Et je me rappelle, on allait dans les abris. J'étais avec un collègue qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, et on allait démonter les obus pour récupérer la poudre. Ils étaient à l'affût de chercher tout ce qu'il y avait, tous les restes des obus. Et alors ils faisaient des petits tas de poudre, ils mettaient le feu dedans. D'ailleurs, mon mari a été brûlé comme ça au visage, parce que lui, il était de l'homme Michelic, c'était pareil, ça avait été bombardé, il y avait plein de restes comme ça. Et alors il faisait des tas, et puis alors dans son quartier, c'était lui le plus jeune, il m'a expliqué, parce qu'il avait des frères, 2 frères avant lui, et alors ils avaient fait un grand tas de poudre, et alors ils mettaient le feu dedans, ça faisait un feu d'artifice sans doute, et alors ils avaient mis le feu dedans, mais ça démarrait pas, alors lui le plus jeune, on lui a dit « Alain, va souffler !» Il est allé souffler, ça lui a explosé, il a eu la figure toute brûlée, les frères sont revenus à la maison tout penauds avec leurs frères brûlés. Parce que les élections municipales ont été retardées dans la poche de Lorient. Ces élections n'ont pas eu lieu chez nous, puisque nous étions encore occupés. Les élections municipales n'ont eu lieu à l'Annester qu'au mois d'octobre 1945. La période de la reconstruction durera près de 30 ans, mais c'est déjà une autre histoire.